parents et amis avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis, que l'on peut écouter sur gillesparent.com, sur Spotify, sur Google Podcasts, Balado de Apple et le canal YouTube sous le vocable Parents et Amis. Et n'oubliez pas de télécharger l'application Parents et Amis, disponible sans frais sur le Apple Store. Mon invité aujourd'hui est pour moi un communicateur hors norme, sincèrement. Je suis même un petit peu nerveux parce que je voue beaucoup d'admiration pour cet animateur. Il est intervieweur, animateur, journaliste, producteur et maintenant podcasteur dans la fratrie, absolument. Il affectionne voyager, a toujours été animé d'une formidable curiosité. Bonjour Stéphane Bureau. Bonjour. Comment allez-vous? Que bien. Qu'est-ce qui vous amène dans la vieille capitale? Je suis curieux un peu, moi aussi. Je faisais une émission tôt ce matin à TVA, donc au centre Vidéotron, dans le bunker. Il faut savoir qu'on s'en va à TVA parce qu'il n'y a vraiment pas de flèche pour nous mener jusqu'à la porte. Et je faisais une entrevue ce matin très tôt. Présence à Québec et juste avant de prendre la route vers Montréal parce que j'ai une grosse semaine devant moi qui est loin d'être terminée. Alors, pour ceux qui nous écouteront, on est un mercredi matin et en général, les choses commencent à s'accélérer pour moi le même mardi pour l'émission du vendredi soir qui est Le Monde à l'envers. Absolument, qui se passe en direct. Qui se passe en direct, oui, tout à fait. Ça, c'est un élément dont je veux parler tantôt. Mais je reste 2 secondes sur Québec et Montréal. Est-ce qu'invariablement, pour un journaliste, pour un observateur, pour un curieux, partir de Montréal qui souffre et arriver à Québec sans dire qu'il n'y a pas de problème à Québec, est-ce qu'on pense à ça quand on est ici? Non, je n'y pense pas particulièrement à cause de Québec. J'y pense uniquement à cause de Montréal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de comparer Montréal avec quoi que ce soit pour voir que c'est une ville qui va mal, qui est mal aimée, qui souffre, qui est pas belle, qui n'est pas l'ombre de ce qu'elle a déjà été. Je suis un Montréalais. Je n'y habiterai plus pour le restant de mes jours que je resterai un Montréalais parce que je pense qu'on ne vient pas d'un pays, mais d'un bout de rue, d'un coin de rue. Moi, c'est Laurier et Avenue du Parc. Ça, c'est chez nous. C'est vraiment pour moi... Ma blonde et moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, on disait c'est le coin des décisions. C'est là qu'on décidait où est-ce qu'on allait, dans quel restaurant éventuellement on allait dîner. Ça, c'est mon pays. C'est Laurier Parc. Et j'habiterai pour le restant de mes jours à Oulan-Bator. Puis je dirais d'où je viens. Je viens de Laurier Parc. Je suis pas québécois, je suis pas montréalais. Je pense qu'on est vraiment le produit de quelque chose de très petit. C'est donc mon cas. J'ai aimé cette ville, je l'ai beaucoup fréquentée, je l'ai quittée souvent et je suis souvent revenu y vivre. D'ailleurs, aujourd'hui, ma cachette est à quelques centaines de mètres de là. Mais pour répondre longuement à ta question, votre question. Moi, je passe d'un à l'autre, fait que finalement, je suis pas mieux. C'est vous avec le prénom. Pour répondre à ta question, Gilles, Montréal n'a pas besoin d'être comparé pour qu'on sache qu'elle va mal. Et j'ai des amis qui vivent avec des familles à Montréal et qui songent maintenant à sortir de Montréal. J'ai dit, il me semble que c'est une étape de plus, que c'est beaucoup. Sans dire que tout le monde pense ça, c'est ça. C'est ça, je veux pas juger parce que l'anecdote ouais. n'est pas nécessairement révélatrice. Non. Pour 2 personnes qui veulent en partir, il y en a peut-être 5 qui veulent s'y établir. D'ailleurs, si on a un problème aussi aigu de logement, c'est qu'on n'a pas assez de maisons et d'appartements pour tous ceux qui veulent y vivre. Quant à moi, le problème, au-delà de la crise du logement qui est fondée à Montréal, mais ailleurs aussi, c'est pas juste Montréal, c'est le délitement de la ville. C'est l'abandon, c'est des infrastructures qui sont déliquescentes, c'est la saleté, c'est la laideur, c'est le manque d'ambition. J'ai toujours dit, et je le répéterai jusqu'à ma mort, que le beau n'est pas nécessairement beaucoup plus cher que le laid. En fait, souvent, on peut payer cher pour du lait. Je vois que tu t'es entouré chez toi, dans ta maison, de beau. J'ai pas de mérite. Mettons-la à ma conjointe comme mérite. Mais tant mieux, mais j'apprécie. C'est des vieilles pierres, c'est de la brique, c'est le respect de ce qui a précédé, c'est-à-dire ces maisons qui sont belles. Et tant mieux si tu peux y vivre. Mais je pense qu'encore une fois, le beau ajoute à nos vies. C'est très mal valorisé de façon au Québec, je pense. De façon générale, au Québec, on a... détruit notre patrimoine. L'aménagement, c'est pas quelque chose qui était une priorité. Peut-être parce qu'on est un jeune peuple. Nos villages ont été souvent ravagés. Québec a été une époque très bétonnée. C'était pas heureux. Il y a un maire qui s'est réveillé il y a pas si longtemps, M. Lallier, qui a décidé de... Alors, on peut l'aimer ou pas, je ne me prononce pas sur le personnage. Débétoniser, dirions-nous, la Basse-Ville, entre autres. Et de redonner ses lettres de noblesse à une ville qui en avait des lettres de noblesse. Je pense que Montréal en a. Encore faudrait-il qu'on soit curieux de les mettre en valeur. Est-ce qu'on manque de fierté?
Je dirais que c'est pas tellement un problème de fierté que de dignité. Je fais une différence. OK. Parce que je pense que les Québécois, on peut être bien fiers. Bien fiers. Bien fiers. Comme on peut être bien fier quand on appuie le Canadien. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc, de dignité, oui. C'est pas de la sémantique. Je joue pas sur les mots. Je pense qu'on manque de dignité. Si on était digne, en tout cas certainement à Montréal en ce moment, et c'est un discours qui, je sais, fâche, qui semble méprisant. Souvent, mes amis montréalais se lassent de moi parce que je ne me lasse pas de montrer du doigt notre laideur et je n'arrêterai pas parce que justement, je ne renonce pas à ce qu'on puisse être digne et on ne l'est pas en ce moment. Puis ça fait longtemps qu'on dit ça. Il me semble que c'est un discours qui est presque une rhétorique à Montréal. Mais il y a vraiment, depuis peut-être une dizaine d'années, une accélération de ça. C'est pas unique à Montréal. Il y a d'autres villes qui vivent ça. La pandémie, certainement, est devenue un prétexte un peu maximum, tu sais, pour accepter toutes sortes de compromis. Or, qu'est-ce qu'on a découvert? C'est que les espaces publics, pour les gens qui n'ont justement pas des belles grandes cours, qui n'ont pas de belles grandes maisons, les espaces publics sont l'espace citoyen par excellence. Quand on nous disait à l'époque de la distanciation, aller dans les parcs, occuper votre ville, faut-il encore qu'elle soit accueillante, qu'elle soit belle, qu'elle te donne envie, qu'elle te fasse saliver, des parcs qui débordent de déchets parce qu'on ne s'est pas dit qu'à partir du moment où les gens iraient pique-niquer en masse, il faudrait peut-être ramasser les poubelles plus souvent. Bien, ça relève de la débilité ordinaire. C'est-à-dire que c'est du sans-génie. C'est inexplicable. Ouais. Des fois, Stéphane, je me demande si c'est nous qui poussons pas assez ou qui demandons pas assez, ou si parce que les politiques souvent disent, écoutez, si personne ne se plaint, on est correct comme ça. Ils pourraient même dire à la rigueur, le centre-ville est désert, les tours à bureaux sont vides. Pourquoi mettre de l'argent en ville? Nous avons les politiques que nous méritons. C'est ce que je pense aussi. Et je ne pense pas. Et d'ailleurs, je ne lance pas la pierre aux politiques. Ça prend beaucoup de courage, ça prend beaucoup d'audace. J'espère qu'un jour, il n'y aura pas que des ambitieux ou des opportunistes qui seront au pouvoir. Ce n'est certainement pas le cas. Je crois que c'est extraordinaire comme vocation, que c'est un geste férocement courageux que de dire « je vais sauter dans l'arène politique ». Et j'en croise plein qui le font pour les bonnes raisons. C'est probablement encore une majorité de la classe politique qui se dit « je suis là parce que je veux servir ». Et si on me le demandait, je n'en aurais pas le courage. Fait que j'ai beaucoup de difficultés. Est-ce qu'on vous l'a demandé? Non, honnêtement? Non, on l'a déjà demandé. Mais non, pas récemment, là. Je fais pas partie de ceux qui disent « j'ai dit non à tous les partis » et tout ça. Probablement parce que tous les partis savent que la cohabitation serait intolérable. Je suis malheureusement... Puis je le dis sans aucune forme de fierté, je suis un peu électron trop libre peut-être et je suis de ma gang et des fois pas des autres gangs. Donc la discipline de parti, ça ne marcherait pas avec moi. D'autres l'ont dit. D'autres personnes qui peut-être sont un peu comme moi ont déjà dit que la discipline de parti, c'était pas pour eux. D'ailleurs, c'est à questionner, je crois, dans notre dynamique politique. Il y a des députés qui l'ont fait. Je m'excuse si je digresse, mais... non, mais c'est parfait. Je trouve que le podcast ça sert bien à ça. Oui, M. Lightbound, qui est député pas très loin d'ici, n'est-ce pas? Absolument. Dit que le rôle du député devrait être étendu et qu'on devrait avoir le droit de ne pas toujours être d'accord entre collègues. Qu'il devrait y avoir des votes où on peut voter en fonction de sa conscience. Je pense que c'est important. Cette logique de la discipline du parti ou de parti, je la comprends. Un gouvernement peut tomber s'il est défait sur un vote. Mais la désaffectation du grand public pour la politique peut aussi être expliquée par ça, le fait que des bonnes idées, qu'elles soient portées par des rouges, des verts, des bleus, on aimerait qu'elles se rendent. Mais souvent, oui, il y en a qui se rendent, puis il y en a des bonnes aussi, c'est ce que je dis. Mais c'est un problème qui est plutôt occidental. Il est mondial. Là. Moi, j'écoute des émissions françaises et des artistes viennent au micro et disent « On aimerait tellement que les bonnes idées, peu importe le côté de la Chambre, soient entendues. » En Chine, ils n'ont pas beaucoup à négocier avec l'opposition. Puis on reproche beaucoup à M. Trudeau qui avait eu, je pense, en 2013 ou 2014, cette espèce de relâchement où il avait dit « Il m'arrive d'envier la Chine », parlant peut-être de la capacité qu'aurait un gouvernement plus autoritaire sur des questions environnementales ou autres. D'aller plus vite. Que d'aucuns diront vertueuses, d'aller plus vite.
Je pense que c'est une des beautés de notre système que de ne pas toujours pouvoir aller trop vite. Quoi qu'on a vu qu'en situation d'urgence, on peut aller très, très vite. Oui. Mais je ne changerai pas mon système pour le chinois. Je ne changerai pas la dynamique fractionnée, sinon même fratricide de la conversation politique aux États-Unis avec la Chine. Ça participe de notre richesse. Ça nous rend très vulnérables collectivement, mais c'est aussi notre richesse et je chéris cet espace de négociation nécessaire. En début de balado, Stéphane, j'ai mentionné la curiosité comme moteur de votre travail, ça me semble une évidence, puis j'oserais poser la question très large, est-ce pas une des plus importantes qualités en journalisme? C'est la base de tout, d'accepter sans aucune forme d'a priori que notre curiosité peut nous mener sur des chemins qu'on n'avait pas prévus, y compris à des destinations qui n'étaient pas attendues. Jamais le journalisme doit être la volonté de valider ses préjugés, parce que sinon, on ne fait que projeter sur l'écran de nos fantasmes quelque chose. Un journaliste, puis je pense que c'est vrai d'un citoyen, j'ai beaucoup de conversations sur la question du débat à cause de l'émission que Ben oui, bien sûr. Puis je dis, le plus beau risque du débat, je me répète là-dessus, mais c'est pas d'avoir raison, c'est de changer d'idée. C'est-à-dire d'être convaincu par l'argument de l'autre. Je trouve qu'il est plus payant, pour moi, en tout cas pour le curieux que je suis, de m'exposer à un point de vue qui va me faire changer d'idée que la vanité de dire « Ah ah, je les ai tous fait taire avec mes arguments ». J'ai pas gagné grand-chose, sinon que peut-être que je sors dynamisé, que mon ego est flatté d'avoir emporté le match. Mais au total, à chaque fois que quelqu'un me dit quelque chose qui me fait évoluer, changer d'opinion ou partiellement changer d'opinion, le gain net, il est pour moi. Si je fais juste convaincre les autres, j'apprends jamais rien. Et je reviens donc à la curiosité. La curiosité, c'est le risque d'aller à quelque part que tu ne prévoyais pas visiter. C'est d'embrasser tous azimuts, toutes sortes de choses. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir de jugement critique, de ne pas discriminer, mais c'est de prendre le risque de se laisser emporter sur des chemins différents et c'est d'ouvrir, je pense aussi, dans mon cas, ça c'est très personnel, c'est un manque de discipline intellectuelle, j'aime toutes sortes de choses. Également, c'est-à-dire que la culture m'intéresse, la politique m'intéresse, la géographie m'intéresse, l'architecture m'intéresse, ce qui fait qu'on habite le monde m'intéresse. J'ai pas envie que la vie soit plate. Donc, rentrer chez toi, ben, c'est de s'exposer à ce que tu as fait avec ta maison, c'est de la regarder, c'est de la trouver belle, Puis je ne tiens pas ici à donner les détails pour ceux qui voudraient venir faire un safari photo chez toi, mais c'est le degré zéro. Ma curiosité, c'est de dire « Ah, OK, c'est intéressant, à quelle année ça a été construit? Ouais, bon, parfait, tout ça. » Mais c'est ça du journalisme. Oui, et quand on regarde votre parcours, mon cher Stéphane, il y a des éléments fascinants. D'abord, faisons un petit tour d'horizon pour le public qui nous écoute. Dans le fond, c'est pour eux qu'on fait ça, cette rencontre-là. Un intérêt très jeune d'abord pour les arts. Est-ce que je comprends que c'est la première forme d'expression? Je sais à pas. 13 ans... Je m'intéressais à la BD. Donc, c'était tout à fait aussi de mon époque, quand tu as 13 ans ou de mon âge. Ben oui. Je m'intéressais à la bande dessinée. Puis quand je dis je m'intéressais maniaquement, je collectionnais, j'ai organisé des expositions. Lesquelles, par curiosité, justement? J'ai souvent raconté cette histoire-là. Le premier qui m'a tendu la main, c'est Pierre Huet, fameux ou célèbre parolier de Beau Dommage, un homme de la Renaissance, dirons-nous, tous azimuts, dessinateur très talentueux, rédacteur en chef du magazine Crow pour les plus âgés qui nous écoutent et qui ont lu le magazine. Donc Pierre, à une époque, quand il était plus jeune, était le directeur de ce qu'on appelait le Festival international de la bande dessinée, qui avait lieu à l'Université de Montréal toutes les années et qui réunissait les plus grandes pointures du monde entier. Donc, Peyo, le créateur des Schtroumpfs, mais aussi Jacques Tardy, une bande dessinée plus exigeante, pointue. À l'époque de la BDK, la bande dessinée québécoise, on ne disait pas Q, mais BDK. Donc, à l'époque de la BDK qui venait au monde, de magazines de bande dessinée aujourd'hui oubliés, Balloon en était un, magazine souvent de BD pour adultes davantage. Ben, le festival était la grande plateforme et le premier qui m'a tendu la main du haut de mes 13 ans, c'est Pierre qui m'a dit « Est-ce que Enfin, je suis allé le voir, il m'a pas trouvé. C'est ça que j'allais dire. Non, il m'a pas appelé. Il y avait des auditions ouvertes, là? Non, il m'a pas appelé à dire Stéphane, j'ai une mission pour toi, mais je suis allé le voir.
et sa collègue Sylvie Desrosiers, formidable, qui m'ont reçu très généreusement, puis qui m'ont dit, oui, écoute, ton idée de faire une journée spécifiquement pour les jeunes, ça nous intéresse, tu vas l'organiser, ça sera le dimanche du festival, c'est à toi, t'as le mandat. Et ensuite, j'ai travaillé beaucoup pour les salons du livre de Montréal et de Québec avec le légendaire Lorenzo Michaud, qui était le grand patron du Salon du livre. Là, 13, 14, 15 ans, là, je comprends bien. 14-15 ans, j'avais une petite business qui s'appelait Polymédia et j'organisais, je prenais, dans le fond, la gestion à contrat de ce qu'on appelait l'animation, parce qu'un festival, c'est pas juste vendre des livres, c'est aussi de créer des activités pour les gens qui viennent. Alors, c'était une des choses que j'ai faites quand j'étais tout Que les jeunes sont venus dans les premières? Oui, tout à fait. Ça a marché. Oui, Bon. tout à fait. Je pense que oui. Et l'école, pendant ce temps-là? À temps partiel. De temps en temps. Non, mais malgré tout, Stéphane, ce qui est Par très drôle, intermittence. en lisant un peu sur vous, beaucoup sur vous, j'ai cru comprendre, parce qu'on a entendu, on a vu que, bon, l'école, oui, autodidacte, Stéphane Bureau, ça a toujours été dit, mais j'ai vu que vous avez pris des cours autour de 20 ans de russe. Fait que je disais, OK, attends. Donc là, j'amène la curiosité, j'ai l'impression que c'est autre chose que juste l'école telle que tout le monde l'a connue. C'était comme une coche de plus, là. Ben oui ou non, je ne sais pas, parce que j'ai pas vraiment fini mon secondaire, parce qu'il me manque, je pense, un cours. Je suis rentré quand même au cégep. Je suis autodidacte, mais je suis allé à l'école. Bien sûr. Donc, je suis allé au cégep éventuellement, puis je l'ai fait très rapidement, parce que j'étais en retard d'une année, j'avais travaillé, peut-être même 2. Donc, j'ai fait mon cégep comme en 1 an, semestre d'été, automne, hiver, été, avec plus de cours. Et j'ai fini par donc faire ça rapidement, mais il me manquait quelques cours pour arriver à l'université. Et à l'université, j'ai été accepté néanmoins dans une petite faculté de l'université Concordia, le Liberal Arts College, qui est un genre littéralement de petite université dans l'université, qui enseigne ce qu'on appelait en d'autres temps les humanités. Donc, une petite cohorte, 20 étudiants acceptés chaque année qui restent ensemble pendant 3 ans, théoriquement, si on finit son bac, ce qui n'est pas mon cas. Et tu dois, j'arrive au russe, combiner cette majeure que donne le Liberal Arts College avec une mineure dans un autre département. Et j'avais choisi faire études russes, donc de compléter. Pourquoi? Essentiellement parce que nous vivions à ce moment-là la dynamique de la guerre froide, que j'étais passionné par les enjeux politiques, stratégiques, et que je connaissais assez bien les États-Unis ou que je pensais les bien connaître. Et je me suis dit, si je veux être utile, peut-être que je devrais commencer à penser aussi à l'autre portion de l'équation, les Russes. Oui. Puis c'était pas si bête que ça, parce que finalement, ils sont encore pas mal présents dans notre horizon. Pire, oui. Donc, ça se passe autour de 20 ans. Là, on va faire le parcours média parce qu'il y a beaucoup de choses. Puis en même temps, en vous entendant, Stéphane, moi, je comprends tellement plus le parcours que vous avez. Il y a eu la radio en premier, comme premier travail. J'ai fait un peu de télévision quand j'étais jeune, à la télévision de Radio-Canada, aux émissions jeunesse. Pour enfants, pour exact, jeunes. Télé Jeans et tout ça. Et puis, rapidement, ensuite, je me suis mis à faire de la radio. Un peu aussi quand je travaillais au Salon du Livre. Je devenais à l'occasion appelé, ou j'étais à l'occasion appelé pour... Faire des entrevues? Oui, mais parler de livres, parler des salons, parler de littérature et tout ça. Et c'est là que vous découvrez le plaisir de vous exprimer? Du micro. Oui? Oui, la piqûre, elle vient vraiment jeune quand au moment où, en fait, j'ai commencé à faire de la télé, j'avais l'espoir d'être acteur. Or, j'en ai pas le talent. Mais c'est ce qui vraiment m'intéressait. Puis rapidement, je me suis dit, je peux peut-être canaliser autrement cette aspiration-là. Et je me suis mis à faire effectivement un peu de radio à Radio-Canada et ailleurs, jusqu'à ce que j'ai, en 83, 84, mais je pense que c'est en 83, un job qui m'a été offert à une émission qui s'appelait 7 heures bonhomme, animée par quelqu'un qui est devenu un grand ami et un maître, parce que dans la vie, ça prend des maîtres. Et Jean-François Doré a été mon maître. Ça a été vraiment la personne qui m'a... Le mieux ou le plus aidé, m'a fait la courte échelle, m'a mis le pied dans l'étrier, m'a encouragé, m'a encadré à cette émission de Radio-Canada qui était une quotidienne, le soir, 7 heures bonhomme, où on mettait de la musique rock à la radio de Radio-Canada. Et j'étais chroniqueur sur l'émission. Puis c'est vraiment le début de mon aventure. Et il n'y a pas de conversation entre toi et moi aujourd'hui s'il n'y avait pas ça. C'est-à-dire qu'on ne serait pas... Tu pourrais faire l'hypothèse que chaque jour de ta vie, tu es là en raison de choses qui se sont passées avant. Si on parle de je ne sais pas si on peut parler de carrière dans mon cas, mais en tout cas d'aventure professionnelle, c'est à cause de ça.
de moi, parce qu'on est tous responsables de ce qu'on fait. Mais Jean-François, j'oublie souvent de le souligner, mais c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi dans la vie. Ceux qui nous aident, ceux qui nous font avancer, ceux qui sont en cordée avec nous, parce que c'est ça aussi, on est tous un peu à se tenir par la corde. La cordée, c'est ça, tu montes et sa paroi. Puis il y a beaucoup de gens qui ont été en cordée avec moi, qui étaient en avant et qui montraient le chemin, qui m'ont soutenu quand tu dévisses et que tu tombes, puis tu dis heureusement qu'il y avait une corde. Jean-François est probablement au sommet de ces gens encordés qui ont fait la différence dans ma vie. Est-ce que vous, aujourd'hui, Stéphane, vous le faites pour d'autres? Je le fais pour tous ceux. Ceux qui le demandent, ceux qui le veulent? Oui, tu le fais. En fait, ça, c'est pas toujours demandé, mais je pense avoir aider ou favoriser le destin professionnel de certaines personnes. C'est pas à moi de le dire de toute manière. Je comprends. Mais je suis toujours non seulement très ouvert, mais très sensible à ça. S'il y a une chose que j'ai jamais refusée, particulièrement à une époque où peut-être j'avais un profil plus visible, quand j'étais au téléjournal, comme présentateur, je pense qu'il n'y a pas une fois où une demande d'entrevue d'étudiants, je les ai refusées. J'ai refusé toutes sortes d'entrevues parce que je n'en avais ni le temps ni l'envie. Parce que me raconter ne me passionne pas beaucoup. Et ceux qui nous écoutent diront, ça paraît pas parce que ça commence à être là. Mais jamais j'ai refusé des demandes d'entrevues d'étudiants, de ceux qui sont en communication, en journalisme et tout ça. Je ne sais pas si ça a pu aider, mais j'ai toujours pensé que c'était important. Puis ensuite, j'ai croisé de jeunes personnes sur mon chemin à qui j'ai, en tout cas, essayé de favoriser la vie professionnelle. Il y a eu une accélération quand on parle des années 90, puis après ça jusqu'en 2003. Ça a bougé beaucoup. Il y a eu, évidemment, Radio-Canada, on en parlait. Il y a eu une période de 7 ans quand même assez intense à TVA. Vous avez fait aussi le bulletin de fin de soirée. C'était très, très intense comme travail. C'était une très belle période parce que après avoir mis le pied donc, à l'étrier, comme je le disais, à Radio-Canada, j'ai fait de la radio. J'ai à peu près tout fait à la radio de Radio-Canada. J'ai travaillé avec Joël Le Bigot le matin, à CBF Bonjour. J'ai eu cet avantage-là. J'ai travaillé avec Michel Desautels l'après-midi à son émission qui s'appelait le Montréal Express. Et puis, j'ai commencé à travailler aussi en télévision avec une émission qui a failli être co-animée par René Lévesque, qui s'appelait Table rase, que j'ai vendue à Télé-Québec, qui s'appelait Radio-Québec à ce moment-là. J'y ai fait pendant quelques années un magazine économique qui s'appelait L'Indice. Et puis, au début des années 90, j'ai choisi, moi, de partir, d'aller aux États-Unis, à Washington. C'était mon rêve de travailler comme correspondant. Et j'arrive à Washington en septembre ou en août 90. On est à l'orée du conflit entre l'Irak et les États-Unis. L'invasion du Koweït a eu lieu quelques semaines plus tôt. Fait que ça commence sur les chapeaux de roue. Et je travaillais à ce moment-là pour la presse et TVA, ce qui est un drôle de mariage parce que... Et pas l'actualité aussi? Oui, l'actualité. En même temps, mais ça, c'est peut-être plus irrégulier? En fait, j'y ai beaucoup travaillé finalement. Oui. Mais disons que je ne travaillais pas avec un retainer de l'actualité. Ils aidaient à faire mes fins de mois. Mais la presse et TVA avec moi une entente qui faisait que j'étais vraiment correspondant. C'était ça mon job, puis ça payait mon loyer, sinon ma maison. Donc, je découvre Washington et je découvre aussi l'incompatibilité entre des deadlines de journal et de télévision. Parce que c'est évident que de faire de la télévision, c'est de s'exposer à être en ondes et en direct à des moments où tu aimerais pouvoir écrire ton article pour la presse. Fait que ça a été aussi un apprentissage du métier de journaliste parce que j'avais beaucoup animé, mais je n'avais jamais travaillé pour une salle de nouvelles, sinon qu'à mes tout débuts dans la salle des nouvelles de Radio-Canada comme rédacteur. J'ai fait ça pendant quelques mois, sinon peut-être une année complète, le matin à 4 heures. Donc, c'est une très bonne école, faire de la rédaction pour le bulletin de nouvelles radio. Mais je n'avais pas travaillé dans une salle de nouvelles jusqu'à ce que j'intègre mon job de correspondant en 1990 et que j'écrive pour la presse. Donc, c'est tout autre métier que celui d'animateur. Des années de formation extraordinaire et à plus forte raison parce que j'étais à Washington. C'était mon rêve d'enfant, comme on veut être pompier. Oui. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on travaille pour d'autres, parce que vous ne l'avez pas fait tant que ça? Vous l'avez fait, mais est-ce que c'est de respecter, par exemple, les deadlines ou le fait d'avoir quelqu'un qui nous dit quoi faire? Peut-être qu'il ne nous dit pas quoi faire complètement. Si j'avais le choix entre ces deux possibilités, je dirais quelqu'un qui nous dit quoi faire, mais effectivement, c'est pas toujours ça. En fait, c'est d'être à la merci de l'affectation. C'est-à-dire que tu ne sais pas quand le téléphone va sonner, puis c'est normal, c'est ça ton job. Mais il y a quelque chose en moi qui se débat pas avec l'affectation, mais avec l'idée
de ne pas savoir si je peux contrôler mon horaire. Alors, un correspondant ne contrôle pas son horaire, puis ça fait partie de la beauté du métier, puis il faut l'embrasser. Mais au début, j'étais comme, j'aurais envie de faire autre chose aujourd'hui. Ben non, il y a une catastrophe, fait que tu t'en vas sur ça. Le deadline, c'est la règle numéro 1. C'est comme être à l'heure à ses rendez-vous. Pour moi, c'est non négociable. Tu arrives à l'heure, puis quand les gens attendent ton article ou ton reportage, tu le livres à l'heure. Puis idéalement, tu les appelles 5 minutes avant pour dire tout va bien. Est-ce que Stéphane, en étant correspondant, animateur, par moment producteur, idéateur et tout ça, vous en arrivez à un moment à dire, bon, là, il y a des choses qu'il va falloir que je m'admette à moi que je suis moins bon là-dedans. Ah, évidemment. Ça permet de focusser sur la suite? Je peux répondre par la négative, c'est-à-dire ce que je fais le moins mal. Je peux faire l'inventaire en partant de ce que je fais le moins mal. Je pense que ce que je maîtrise le mieux dans le métier, c'est l'interview. S'il y a un secteur où je dis je suis un facteur différentiel, c'est là. Je sais accoucher de quelque chose avec quelqu'un et de créer des conditions pour obtenir, pas des confessions, mais obtenir un niveau de conversation qui permet des fois de surprendre l'interlocuteur. Puis ça, c'est bon. Tu sais, quand tu vois dans l'œil de quelqu'un qui dit des choses qu'il n'a pas dites, qui a réfléchi avec toi, ça me plaît beaucoup. C'est ce que j'essaie de faire avec mon balado, Contact, et probablement ce que tu essaies de faire ici. Mais moi, vraiment, mon challenge, c'est de dire, je ne suis pas en train d'interviewer quelqu'un, je veux converser avec quelqu'un et créer des conditions qui sont propices à ce que je puisse amener cette personne, qui est nécessairement intéressante si je l'invite, mais à réfléchir avec moi ou à réfléchir devant moi et à accoucher peut-être même d'idées nouvelles. Ça me plaît. Donc, à ta question, est-ce qu'il y a des choses que je fais mieux ou est-ce qu'il y a des choses que je fais mal? Oui, mais je serais tenté de dire que je suis un amateur dans l'essentiel de tous les métiers de la communication. Je le suis moins quand vient le temps d'interviewer. Si on regarde le bilan de ce qui t'a été offert, de ce que tu as fait, parce que je ne veux pas présumer que ça a été toujours offert, est-ce que justement, il y a eu de ta part une façon de bien vendre tes idées ou si on a plutôt été te chercher pour te proposer des choses directement? Je pense avoir été plus souvent qu'autrement l'initiateur de mon bonheur ou de mon malheur ou de mes malheurs. Des idées, dans le fond. Tout à fait. J'ai été un mauvais joueur d'équipe. C'est clair, je le reconnais. J'ai souvent travaillé pour une seule franchise, la mienne. Puis c'est pas, le dire comme ça pourrait confiner à une conclusion, genre, il est égoïste, il pense qu'à lui. Ça se peut, c'est certainement vrai, des gens qui font ce métier, on l'est un peu. Mais je suis fondamentalement un mauvais joueur d'équipe. J'adore le travail en équipe. J'adore l'équipe immédiate, l'équipe intime, mais j'ai été, pour les organisations qui m'ont engagé, souvent... Pourquoi donc? Quelque chose de difficile à contrôler, mais en même temps, j'ai travaillé avec bonheur pendant 7 ans à TVA, pendant 5 ans. Avec succès, il faut le dire. Même si je sais que vous ne le direz pas, mais il y a beaucoup de choses que vous avez touchées. Mais en même temps, il y a de tout. Il y a eu mettons, la deuxième chaîne, j'exagère, mais vous avez touché à peu près à tout. Pas juste du grand public. Pendant 10 ans. Ah ben oui, absolument. 10 ans de collaboration avec Juste pour rire, de collaboration très heureuse. Mais ce que je dis donc, c'est que sur la route ou la distance, je suis obligé de dire... J'ai pas été un joueur d'équipe au sens où je suis pas resté associé à une équipe très, très longtemps. 10 ans, c'est quand même longtemps. Ben oui, puis 7 ans à TVA. Exact. Puis 5 ans à la radio de Radio-Canada récemment. Je pense pas que c'est banal ou que c'est court, mais ça donne l'impression. Mais c'est vrai que si je ne suis pas à l'aise ou heureux, je vais choisir de me mettre en retrait plutôt que de m'entêter. J'ai jamais questionné le droit de gestion des entreprises qui m'embauchaient. Si on avait, non pas un conflit, parce que j'ai jamais eu de conflit vraiment, mais d'un différent, ou si moi je me sentais plus utile, j'ai jamais hésité à me pousser, à me tasser, à me mettre en retrait. Ça m'a été reproché. Donc, à cette question, je ne sais pas d'où on partait, mais j'ai souvent été celui qui venait, cogner aux portes parce que il y a beaucoup de gens ou beaucoup de portes ou de gens derrière les portes qui se disent est-ce qu'on veut vraiment ou est-ce qu'il y a vraiment besoin de nous? Est-ce qu'il est parlable? Alors, je l'étais. Mais Stéphane, ça se peut aussi qu'au deuxième étage, que tu as des idées, que ça foisonne. Ça foisonne. T'en as, puis t'en as encore. T'en as eu. Et j'ai eu du plaisir à les soumettre, puis j'ai eu la chance d'avoir des interlocuteurs qui m'ont fait confiance. Plus souvent qu'autrement. Je suis béni des dieux. J'ai vraiment été très chanceux de ce qu'on me donne tant d'opportunités et qu'on me fasse confiance. La vérité est que j'ai peut-être pas beaucoup d'alliés au sens de je ne participe pas à des gangs professionnelles, corporatives. J'ai pas beaucoup de gangs. Ça fait que tu n'as pas
de marge de manœuvre pour ne pas livrer. Alors, je pense que si j'ai souvent été difficile à suivre, quand on m'a mis à la chasse, j'ai souvent rapporté de la viande. J'ai rapporté le butin. Je pense que j'ai su faire ça. C'est ça. J'allais dire, Mais ça, c'est valorisant quand même. Parce si que tu m'engages, oui. il y a peut-être des difficultés, mais force est de constater que j'ai ramené le trophée une couple de fois. Je veux qu'on parle de 2003 parce que ça me semble charnière comme étape. Le monde de l'info est comme quitté momentanément pour de la slow télé, c'est même qu'on l'a appelé, donc des entrevues plus de fond. Juste m'expliquer un peu la transition. C'était devenu nécessaire? Comment? Non, c'était pas devenu nécessaire. J'étais au téléjournal, j'étais la figure de proue de l'information de Radio-Canada. C'est un très grand honneur, c'est un très grand privilège et j'ai à chaque instant pris du plaisir à faire ce que je faisais et je l'ai jamais sous-estimé, ce plaisir. Il vient un jour où tu es obligé de te poser la question si tu es responsable face à toi-même et face à ton employeur. Est-ce que je me vois dans ce fauteuil pour encore 15 ou 20 ans? Parce que c'est normalement le destin des grands présentateurs de journaux télévisés. Ça a été le cas pour Bernard de Rome, mon ami. C'est vrai pour Céline aujourd'hui, qui a pris ce relais, ce flambeau. Patrice Roy aussi, Pierre Bruno. Et en mon âme et conscience, je me suis dit, ben non, je pense pas que je me vois ici dans 15 ou dans 20 ans. Donc, c'est quand le bon moment? C'est quand, si tu sais que tu ne veux pas y rester... Ça, c'est le plus important. La variable la plus importante, c'est que je sais que moi, je ne ferai pas 15 ans là-dedans. Exact. En étant heureux, possiblement, on présume. Ça aurait pu être un an de plus, 2 ans de plus, effectivement. Puis tu ramasses tous les avantages réels. Puis je ne parle pas de paye seulement. J'étais très bien payé, mais... le plaisir de faire ce métier. Mais je savais que ça ne serait pas ma vie. Alors, je me suis ouvert à mes patrons, puis je leur ai dit, écoutez, les amis, j'ai fait le mieux que j'ai pu, puis franchement, on n'a pas pire fait. Mais je pense que ça serait sage que vous pensiez à trouver quelqu'un pour me remplacer, parce que je ne resterai pas encore ici 10 ou 15 ans. C'est aussi simple que ça. Vraiment, avec, à ce moment-là, aucune idée de ce qui m'attend, vraiment. Est-ce qu'il y avait une part de « j'ai fait le tour du jardin » avec une ascension assez rapide quand même? C'est toujours présomptueux ou prétentieux de dire ça parce que c'est comme « Ah oui, tu avais fait le tour du jardin ». La vérité, oui, parce que c'est... Non, mais le sentiment qu'on a, c'est peut-être pas la vérité. C'est un objet assez étroit, présenter des nouvelles. Alors on se dit, ça se renouvelle tous les jours. C'est les nouvelles, par définition, c'est nouveau. Mais les nouvelles et même la partie affaires publiques, c'est une routine. Tu sais à quelle heure tu rentres à la shop, tu sais à quelle heure tu en sors, tu sais à peu près aussi ce que sont les paramètres dans lesquels tu opères. Il y a une mécanique. Évidemment oui, qu'il y a grande mécanique, oui. Paramètres éditoriaux, la marge de manœuvre que tu as, ne serait-ce que par le temps. Une entrevue de 12 minutes ou de 8 minutes te permet de faire ce que tu peux faire en 8 ou en 12. Donc, pour toutes ces raisons, j'avais l'impression, puis je pense que j'étais pas à côté de mes patins, qu'il était important d'aller explorer d'autres pâturages, patins-pâturages. Et j'ai, à ce moment-là, ramené une série que j'avais déjà produite dans le passé qui s'appelait Contact. C'est là que j'ai parlé de Slow TV, où je passais 2 à 3 jours avec mes invités pour accoucher d'une émission d'1 heure. Mais l'intimité, le temps, aller chez mes invités, dans un registre qui n'était pas du tout politique, qui était vraiment que la culture, c'est ce qui m'intéressait, les ressorts de la création. Qu'est-ce qui fait que des gens ont envie de se surpasser, de donner quelque chose, un objet, un film, un livre, une chanson, à d'autres, et peut-être d'atteindre l'immortalité par leur œuvre, parce qu'il y a un peu de ça. Moi, je pense qu'il y a un pari des grands créateurs qui est de s'inscrire dans l'immortalité, de laisser une trace. Si on cite aujourd'hui Baudelaire, ben c'est qu'il est un peu immortel. Puis si on chante Félix Leclerc, c'est qu'il est aussi immortel. Alors ça m'intéressait. Puis Contact, c'était ça l'aventure, avec du temps pour se tromper, pour créer de l'intimité, pour se retrouver le lendemain matin en face d'un invité que tu as vu la veille et dire on a dormi là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez maintenant?
Et j'ai eu le bonheur de me promener un peu partout, d'être avec Mario Vargas Llosa, qui est aujourd'hui un prix Nobel, chez lui au Pérou, d'avoir été avec Fernando Botero, que vous connaissez à Québec, parce qu'il y a une grande rétrospective Botero au musée, juste à côté d'ici. Oui. Il se trouve que c'est autour d'une table au musée que j'ai négocié mon deal avec Botero. Et le directeur du musée de l'époque, John, a beaucoup été le marieur entre nous. Il m'a beaucoup facilité l'accès. Et ça fait que j'ai pu passer 3 jours dans les ateliers de Botero en Italie où il coule ses sculptures monstrueuses, dans son atelier à Paris où il peint. C'est très différent, tu sais, d'être ici dans un environnement qui est neutre, disons les choses, d'être sur les lieux du crime, c'est bien le fun. Quand tu retournes sur les traces d'un personnage, Michel Onfray, qu'on entend aujourd'hui beaucoup, parce qu'il est très polémiste en France. Je ne pense pas qu'il se définit comme ça, mais il l'est devenu un peu. Mais si tu retournes dans la vieille fromagerie, où il a appris le travail manuel, où il a appris la dynamique des rapports sociaux, ben les murs racontent l'histoire avec lui. C'est vraiment le fun. Est-ce que ça a été dur à vendre comme idée? Puis, je pensais à Louise, qui était la directrice des programmes à Télé-Québec, quand je te disais... Ça prend une bonne ouverture, là, ça prend une confiance, je dirais. Oui. Ben, d'abord, je pense que je n'arrivais pas de nulle part. C'est ça, on ne fait pas ça à 21 ans, c'était ma sous-question. C'est le fun de vieillir pour ça, un peu. Mais la première fois qu'on m'a acheté un show, Table Rase, qui devait être co-animé par René Lévesque, j'en ai parlé tout à l'heure, j'avais 22, 23 ans, et mon partenaire d'affaires, Jacqueline Bouchard, a fondé un empire de télévision qui s'appelait au départ Pixar, avant les studios d'animation se donnent le même nom. Alors, je ne sais pas s'il y a eu une réunion quelque part un moment donné, puis Pixar est devenu Pixcom au Québec. Et Jacqueline était réalisateur. On faisait de la télévision ensemble sur Canal, l'équivalent du Canal Famille aujourd'hui. Ça s'appelait Télégramme. Puis Jacqueline était mon réalisateur. Puis on s'est dit ensemble, on va vendre un projet. Puis on l'a vendu à Pierre Roy, le directeur des programmes à l'époque à Radio-Québec. J'avais 23 ans, 24 ans. Puis c'était un gros show qui coûtait cher. Alors c'est là que je dis, j'ai eu de la chance qu'on me fasse confiance. Et Louise, qui a acheté mon projet à Télé-Québec de Contact, elle savait d'abord qu'il y avait un passé. Puis j'avais fait Contact à Télé-Québec pendant quelques années, au début des années 90, alors que j'étais correspondant à Washington. Je partais une fois de temps en temps, puis j'allais faire des entrevues un peu partout dans le monde. Ce qui peut être problématique, par exemple, quand Rodney King, à Los Angeles, a été le prétexte d'émeutes gigantesques avec la ville qui est à feu et à sang. Moi, j'étais avec Françoise Giroux, l'ancienne rédactrice en chef de l'Express. Et c'est de l'Express. À Paris. Donc là, ta rédaction t'appelle, dit on sait que tu étais là, mais est-ce que tu peux rentrer? Alors, le Concorde, à ce moment-là, était une solution rapide pour rentrer. Et vous avez pris Concorde? Of course. Mais dans une vie, il n'y a pas tant de monde qui... Of course, parce que mes patrons avaient dit, tu rentres le plus rapidement possible, quel que soit le moyen. J'ai dit, il n'y a aucun souci. Et 2 secondes, vous me parlez du Concorde, parce que comme il n'est plus là, c'est un avion supersonique exceptionnel, mais est-ce que c'est une expérience. Est-ce qu'on le sentait qu'il allait si vite à l'intérieur? Non, on ne le sentait pas. Non, on ne le sentait pas. C'était pas particulièrement confortable. Il y avait qu'une classe, genre une classe affaires. Il y avait très peu de sièges, une centaine, même pas 90. 3 petites sections. Très élégant, très bel avion, chic, très beau. Oui, il y a du beau. Oui, il était bien designé, cet avion. C'était pas comme une grande première classe dans un avion où il y a de l'espace, parce que c'était un tout petit fuselage. C'était très aérodynamique pour être capable de dépasser la vitesse du son. Et j'ai eu le bonheur, moi, de rentrer avec Robert De Niro, qui était à côté de moi, qui était venu présenter un film à Paris. Puis c'était marrant parce que quand tu es dans le Concorde, il y a un avantage. Quel que soit ton look, ta tête, tu ne te méfies pas de ton voisin. Tu présumes que s'il est là, c'est il appartient au bon monde. Donc, Robert De Niro s'est pas questionné pour savoir si c'était un plouc ou pas. Il s'est dit, s'il est dans le Concorde, il est dans la bonne gang. Et il voulait, en fait, lire les critiques du film, j'imagine, qu'il avait présenté en promo, à Paris. Possiblement. Et tout était en français. Il y avait des journaux, puis il m'a demandé de servir d'interprète. Alors, j'ai fait ça. C'est mon claim to fame. J'ai passé... Ça va vite, par exemple. Tu n'as pas le temps d'ennuyer quelqu'un parce que tu es à New York. Dans ce cas-ci, je partais de Paris en moins de 3 heures, ce qui est complètement surréaliste. Si tu as beaucoup traversé l'Atlantique, et je l'avais fait pas mal, le retour est toujours un petit peu plus long. Pas mal. Parce que tu as le vent d'en face.
et de partir à 11 h le matin, puis d'arriver comme à 9h15 à l'aéroport, à JFK. Tu fais comme bizarre. C'est vraiment. Donc, C'était une seule fois à vie? Parce que l'envie aurait pu faire que... Mais est-ce à cette époque-là, ça coûtait combien à peu près? Un vol? C'était peut-être 5 000 $. OK. En tout cas, à TVA, je peux te dire qu'il se rappelle d'avoir payé le bill en tabarnouche. Philippe Lapointe, qui était... je pense qu'il y a même dans le... Tu passais dans le bureau pour ça? Ouais. Non, pas du tout. Ça a été super cool. Je leur ai dit, écoutez, vous m'avez dit de rentrer le plus rapidement possible. Je vous ai écouté. Je veux qu'on parle d'un autre chemin qui est pour plusieurs, et je vous dirais pour moi aussi, Stéphane, qui a paru surprenant, c'est le passage à Juste pour rire. Vous l'avez évoqué tantôt. Pendant combien de temps? Quasiment 11 ans? Oui. 2004. J'ai animé, oui, effectivement, parce que j'ai animé 10 galas hommages sur 11 ans. Est-ce que c'est un rêve de faire ça? Comment est arrivée la première étincelle pour La première étincelle, c'est que je suis friand de stand-up. Okay. J'ai souvent raconté la même histoire. Je pense que les bons stand-up sont à leur manière des journalistes qui racontent le monde dans lequel on vit, réfléchissent au monde dans lequel on vit. Les plus mordants sont capables de mettre en lumière des affaires que le journaliste pourrait aussi mettre en lumière autrement. Donc, il y a, je crois, vraiment une espèce d'affinité naturelle entre le sens de l'observation du bon stand-up comique et le journaliste, peut-être éditorialiste, commentateur, mais néanmoins, c'est adjacent. J'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis à aller dans des clubs parce que j'aimais ça. Je suis un bon client d'humour. Je connaissais davantage à une époque qu'aujourd'hui. C'est comme si, après avoir vécu mon plaisir d'être dans cet univers-là et d'y travailler, mon appétit a ensuite décru. Pas à cause de ce que j'ai découvert. Non. Je suis moins client. J'ai tellement vu de shows pendant 10 ans. J'ai tellement été là-dedans. Je me suis promené. Je suis aujourd'hui moins branché. Je regarde encore plein de choses. Sur Netflix récemment, Chris Rock, ça me tentait de voir son show. Je le fais. Mais c'était beaucoup plus vrai quand j'étais jeune. Donc, j'ai toujours été client. Et un jour, quand j'ai eu terminé avec le téléjournal, cette idée d'aller pratiquer pas de devenir un stand-up, j'ai jamais aspiré à ça, mais d'aller jouer dans cet univers-là à travers les grands entretiens Juste pour rire, les grandes entrevues Juste pour rire, où j'ai pendant 13 ans, 14 ans, je ne sais plus, 12 ans, rencontré les plus grands comiques de la Terre francophones, en tout cas les plus grandes pointures, dans un contexte où on avait du temps, sur scène, avec public, et animer des galas, ce qui est un superbe fantasme, où je faisais vraiment un travail éditorial. Tu racontes la vie, tu racontes la contribution des plus grands géants de l'humour, parce que c'était ça, les galas hommages. Pour moi, c'était comme faire un reportage, un documentaire, mais sur scène, avec les codes de l'humour. Vous avez un respect, évidemment, pour ce métier-là, pour les gens qui font ça, effectivement. Juste une petite parenthèse, quand quelqu'un m'a traîné, littéralement, puis j'ai été avec la radio dans l'humour pendant une quinzaine d'années, mais c'était autre chose, c'était comme du quotidien, il y avait de la mécanique là aussi, mais quand on m'a amené un vendredi soir, 11h30, à New York, voir un stand-up in your face, j'ai vraiment aimé ça, mais ça m'a surpris. Je pensais jamais que ça pouvait être aussi... J'allais dire un sport extrême. Aussi vrai, mais la réaction, moi, c'était l'échange du public. L'énergie. C'est fou, l'énergie qu'il y avait là. C'est un sport extrême. C'est extraordinairement difficile. C'est extraordinairement aussi valorisant. Je pense qu'il n'y a rien de plus vrai c'est en fait une des expressions les plus crues et vraies de la communication et de l'art de la performance. C'est... alors, le théâtre, on pourrait dire, c'est quelqu'un qui joue Cyrano. Il faut avoir les épaules costaudes, c'est difficile, c'est physiquement exigeant, mais s'attaquer à une foule live en disant « Une fois, c'est un gars. » Puis là, tu pars. Puis ça embarque pas. C'est crissement plate. Oui, et difficile. Puis ça te c'est déstabilisant. C'est fou. Moi, tous les vendredis, je fais ça sur une micro-échelle d'une minute, 1 minute et demie avec le public pour juste partir un peu notre ambiance. Et encore une fois, je revendique pas ça comme mon premier talent, mais j'adore ça. J'adore travailler avec mon scripteur Daniel, les textes, les anticiper. Puis quand ça marche, le fun de voir le public qui rit, qui te renvoie de l'énergie. Puis quand tu fais un flat sa bédaine, le flat sa bédaine. Et de rire aussi de ton flat, parce qu'il n'y a rien comme une bédaine flattée, dans le sens de faire un flat et non pas de se faire flatter la bédaine, pour rire de soi. Il faut que je prenne
une minute, parce que ça m'étonnerait beaucoup que tu l'aies pas vu. Ça a été le succès le plus grand mondialement l'an passé sur Netflix. La présence sur scène de Ricky Gervais sur justement parlant de quelqu'un qui analyse, qui va prendre plein de nos travers. Puis il y en a beaucoup, là. Puis mais qui ont aussi pris des risques. Ah ben oui, absolument. Quand mais tu te mets à parler c'est extraordinaire. De la communauté trans, Ricky Gervais prenait un risque et je comprends ce qu'il faisait. Il disait, à partir du moment où on peut pas rire de toi, ben c'est que t'es pas dans la gang. Non. Si tu es une zone protégée, si tu es dans un safe space, parce que c'est fâcheux, dommageable de rire de toi, c'est donc dire que on aurait, nous, de manière condescendante, l'obligation de te protéger. Non. Tout le monde, quand tu commences, hein? Il n'y a pas de gueule sur laquelle on ne peut pas donner des petites claques sympathiques, là. Et c'est ça l'humour. Moi, je trouve que c'est extraordinairement inclusif. Et j'ai adoré quand il disait dans ce spectacle-là, moi, je m'ennuie des femmes avec un utérus. The good old-fashioned women. Les femmes du bon vieux temps. Celles qui avaient des utérus. Oui. Évidemment, ils riaient de la communauté trans. Oui. Mais ce qui est anormal, c'est qu'on pense que ça soit audacieux. Mais ce l'était évidemment. Peut-être qu'il faut être Ricky Gervais puis avoir ses épaules, parce qu'il faut aussi se rappeler comment il a tenu tête à un parterre de stars quand il animait les Golden Globes, complètement. Il épargnait pas grand monde. Ça prend du code sans tabarnouche. Oui. Puis peut-être qu'une fois vacciné contre les mauvaises réactions d'une certaine bien-pensance, tu dis, hey, mon métier. J'ai trouvé brillant quand il commence, il dit, tout le monde va y passer ce soir, je commence par ma femme et mes enfants. J'ai dit, c'est extraordinaire. Exactement. Lui, sa femme, ses enfants, puis on part. Puis quand tu parles des riches multimillionnaires et qu'il parle de lui. Ben oui, aucun problème. Est-ce que, avec les déplacements que j'avais faits, Stéphane, ça dure TVA, Radio-Canada, un peu de tout, où êtes-vous chez vous? Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de chez nous qui pensent que je suis jamais chez eux. et parce que j'ai probablement souvent donné non seulement l'impression, mais j'ai fait la preuve que je pouvais me pousser. Ce que j'ai constaté cette année, je l'ai déjà dit, quand je suis retourné à TVA, mais c'est des individus. Il n'y a pas un endroit où j'ai été... Je suis venu au monde à Radio-Canada. Je suis venu au monde dans les studios de radio et télévision de Radio-Canada. Mais je pense qu'il n'y a pas un endroit où j'ai été plus organiquement avec tout le monde que pendant les années, mettons, de 90 à 97 à TVA. Okay. La bataille pour amener le bulletin d'information qui était historiquement à 23 heures, qu'animait Jacques Moisan, que j'ai remplacé, pour l'amener à 22 heures, cette bataille-là, pour aller livrer la guerre à Bernard de Rome. Wow. J'ai fait à TVA. Tous ceux qui étaient... C'est paradoxal un peu, parce que le patron de Radio-Canada aujourd'hui, Michel Bissonnette, était mon complice. C'était le patron des communications à ce moment-là à TVA. Je répète, là. Le patron de Radio-Canada aujourd'hui était le patron des coms, un ex-directeur des jeunes libéraux, je pense, du Québec. Michel et moi avons travaillé dans le plus grand des plaisirs, c'est d'avoir l'impression d'être un peu digressif, de secouer le magasin de porcelaine. Et puis je pense qu'on avait ce plaisir enfantin, lui comme moi, du haut de nos 29-30 ans. Surtout en complicité. Quand c'est vraiment parce qu'on travaillait tous ensemble. Puis je dis Michel, mais plein d'autres. La salle des nouvelles. Donc, il n'y a pas un endroit où j'ai été probablement plus chez nous qu'à TVA. Et quand je suis rentré l'an dernier, printemps dernier, tout de dé, je pense que c'est... quelle date sommes-nous aujourd'hui? Le 14? Le 16? Pour lancer Le Monde à l'envers, dans le fond. Quand vous arrivez la première fois. Retour à TVA. En fait, pour ce qui s'appelait au départ, je pense, le fauteuil ou le siège ou la chaise, je ne me rappelle plus, qui était notre pilote. On travaillait sur quelque chose. Et quand je suis rentré dans le studio puis que j'ai croisé des gens avec qui j'avais travaillé il y a 25 ans, qui sont venus me voir, qui sont venus m'embrasser, qui sont venus d'anciens ou d'anciennes collègues qui ont trouvé le studio dans la cave pour me saluer, dans certains cas parce qu'ils se préparaient à partir à la retraite. Ils voulaient être certains qu'on se resalue, qu'on se parle. J'ai été terriblement ému. Vraiment, j'ai eu pour la première fois l'impression, effectivement, que j'avais une famille et que je l'avais abandonné sans même m'en rendre compte. C'est-à-dire que quand j'étais parti en 97, ça avait choqué des gens. Et je soupçonnais pas ça. Choqué au sens où ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais parti. Puis je m'en suis pas voulu. J'ai fait ma vie. Mais
je m'en suis voulu d'avoir été aveugle à ce que des gens m'aimaient pas mal, puis avec qui j'avais travaillé très intimement et qui l'avaient peut-être mal pris que je parte. Tu sais, qui s'étaient peut-être sentis trahis que je les Est-ce qu'ils vous laisse. l'ont dit directement? Ou pas Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais c'est comme ça qu'aujourd'hui, avec l'intelligence et Ça la se sent, sensibilité ouais. que j'ai, oui, je pense. Et puis, j'ai reparlé à des gens qui étaient témoins de cette époque-là. Il se trouve que j'ai un très bon ami qui était à la manette, vice-président, puis qui n'est plus du tout dans l'univers de la communication aujourd'hui, mais qui m'a dit, ben oui, je pense que tu n'as jamais bien mesuré ce que ça a eu comme impact quand tu es parti. Le feeling d'avoir été largué, tu ne l'as pas mesuré. Est-ce que l'émission comme telle, ça s'est avéré assez simple à faire ou au contraire, ça a été une Le monde à multitude l'envers, d'idées? Oui. c'est l'affaire la plus complexe que j'ai faite en télévision de ma vie. À la base, c'était quoi l'idée? À part mais je pense que le direct est sine qua non pour vous, ça fallait que ça soit en À direct. la base, c'était, je crois que ça relève d'abord d'un fantasme du propriétaire ou d'une volonté du propriétaire d'avoir une plateforme de discussion, de débat, de rencontre. Et il n'y en avait pas. Ça a été long avant d'accoucher. Ce qui est très difficile, c'est de créer un concept. Les concepts en télévision, on le sait, c'est pour ça qu'on les achète souvent chez des gens qui les ont testés sur la route longtemps. Ça a l'air niaiseux. Tu dis, hey, c'est une entrevue, c'est un ci, c'est un ça, quoi de neuf? Mais c'est une émission qui combine pas mal de choses. Il y a un espace de conversation, d'entrevue, il y a un espace de débat, il y a un public qui joue un rôle, qui n'est pas là comme des potiches. Il y a une interaction à l'occasion avec ce public pour ajouter, un peu comme Claire Lamarche l'a déjà fait. Oui. J'ai souvent des experts, des gens dans la salle qui vont nous aider. Tout ça, en direct, effectivement, ça ajoute un élément dynamique, mais de risque qui crée une tension. Moi, je crois beaucoup à ça, un peu comme le sport aujourd'hui est le dernier des grands rendez-vous, parce que tu veux voir un match de hockey ou de football live, tu ne veux pas connaître les résultats avant. Non. Même chose pour nous. Moi, on est assez peu écoutés en rattrapage par rapport à beaucoup de propositions, par exemple des téléromans. On fait de très bons chiffres en vivant, live. On cartonne pas mal. On se promène entre 5 et 600 000, ce qui est très bon. J'allais dire pour un vendredi soir, mais pour ce genre d'émission-là à TVA, ce qui n'est pas... J'enlèverais même pour le vendredi soir, pour ce genre d'émission-là, c'est dans l'absolu en télévision aujourd'hui de bons chiffres. Je ne me fais pas les bretelles. Non, c'est vrai. C'est de bons chiffres. C'est improbable. Je suis très fier du travail qu'on a accompli. Mais effectivement, j'ajoute pas 500 000 de rattrapage. C'est-à-dire que les gens nous écoutent en direct. Parce que le direct apporte quelque chose, cette impression que tout est possible. Et effectivement, tout est toujours possible. J'ai aucune idée de ce que sera l'émission quand je l'amorce. L'humeur de mes joueurs va teinter. Les erreurs ou les grands coups vont créer une espèce d'étincelle. C'est formidable. Alors, c'était quoi la commande? C'était probablement pas tout ça, mais c'est ce que c'est devenu. Stéphane, ça arrive ça après la prise de bec, appelons-la, avec l'Ombudsman de Radio-Canada, où on a mis en évidence la bien-pensance, qu'on vous a pas laissé totalement libre. Est-ce que c'est un hasard ou c'est une réponse à ça? C'est un hasard complètement. OK, ça n'a rien à voir d'une réponse à ça. Non, mais absolument pas. C'est clair que ce qui est arrivé a créé des conditions où peut-être je me suis libéré, puis peut-être que j'incarnais quelque chose qui a intéressé la direction de TVA. Je ne peux pas parler pour eux. Ceci étant dit, l'Ombudsman ne m'a jamais empêché de parler. J'ai fait ce que j'avais à faire et l'Ombudsman a, a posteriori, après, a jugé sur les plaintes qui ont été présentées à Radio-Canada, si elles étaient recevables ou non. Il a tiré ses conclusions. J'ai répondu à ça. Point barre. Mais je l'ai répété, puis probablement jamais assez. Non pas pour me défendre de quoi que ce soit, mais d'une certaine manière, parce que ça lève une hypothèque sur Radio-Canada. Avant de commencer la dernière saison, en 2021, bien entendu, j'avais d'ores et déjà, c'était réglé avec Radio-Canada, on avait mis un terme à mon contrat. J'avais choisi, il me restait plusieurs mois d'un contrat très lucratif et qui me plaisait beaucoup avec mes grands entretiens, avec ce que je faisais à la radio musicale de Radio-Canada. Mais j'avais dit, écoutez, il reste 9 mois après l'été, mais je serais content qu'on arrête ici parce qu'effectivement, à l'occasion, on a eu des divergences d'opinion. Jamais catastrophique. Ça n'a jamais été maussade, mais je comprenais qu'ils avaient des objectifs qui n'étaient pas toujours les miens. Et dans ce temps-là, tu es mieux de te laisser amicalement puis de dire on passe à un autre appel, faites vos trucs. Peut-être que je ne ferai rien d'autre parce que tu ne sais pas. Je suis un vieillard. Donc, ça se peut très bien que ça te mène à un cul-de-sac. J'avais aucune idée. Vraiment aucune idée. Et donc, tout ça s'est passé avant
que je parle avec TVA. Pour la petite histoire, on s'était déjà parlé d'un concept, c'est vrai. Puis ça devenait impossible avec la cohabitation de Radio-Canada. Mais au moment où j'ai arrêté de parler à TVA, on n'a plus jamais eu de conversation. Puis c'est arrivé plusieurs mois après mon départ. Ils ont appelé. Oui. Puis on a dit, pourquoi pas? On met ça sur l'oreille. Stéphane, si on touche à beaucoup de concepts de produits, de styles, d'antennes, est-ce que ça peut cacher une certaine angoisse de ne pas travailler? Ça peut paraître curieux avec ce que vous avez fait, mais on peut, comme être humain, se dire... On l'entend tellement souvent, avec surprise, dans mon cas, de gens qui disent « Je pensais que le téléphone ne sonnerait plus, je pensais que j'étais way out. » Est-ce que vous avez déjà pensé ça? Comme tout le monde, je pense que un peu? C'est... Mais... j'allais dire mais. J'ai dit mais. Le mais, c'est que j'ai souvent créé les circonstances de la distance. Et j'ai beaucoup choisi d'être absent pour pouvoir profiter de ma jeunesse. On parlait de curiosité. Ben oui. Il faut la mettre à profit, cette curiosité. J'avais envie de voyager. Une des frustrations que j'ai eues, pas énorme, mais à l'époque où je faisais le téléjournal, c'est que c'est une vie très mobilisante. Tu étais immobilisé, tu as un studio, je me promenais beaucoup. Je comprends que c'est pas une plainte, là, mais c'est une réalité. Exact. Tu peux pas tout faire. Et à partir du moment où je me suis donné les coups des franches, j'ai occupé une autre vie. C'est-à-dire que je me suis mis, par exemple, à être plus ou moins absent de l'automne au printemps, puis de travailler l'été. J'ai fait ça pendant une vingtaine d'années. À l'époque de Juste pour rire, je présentais mes galas l'été, j'enregistrais mes émissions pendant l'été, donc j'étais à l'antenne sans être au Québec, puis j'ai beaucoup voyagé. Donc, c'est évident qu'à partir du moment où tu fais de pareils choix, ça se peut que le téléphone sonne moins parce que les gens veulent autre chose, parce qu'ils aimeraient que tu sois présent plus souvent ou que tu occupes... Alors, il est impossible de se plaindre et je me suis jamais plaint. Mais l'angoisse, elle vient évidemment tout le temps parce qu'on est des petites choses fragiles. On veut être aimé. Est-ce que tu considères un artiste? Probablement. Probablement qu'il y a un peu de ça. Ben oui, évidemment. Je veux savoir, le voyage, moi, c'est une passion que mes parents m'ont donnée. Ils m'ont dit, c'est jamais une dépense, un voyage, c'est un investissement. C'est ce que je... Puis évidemment, cas, j'ai beaucoup investi. J'ai probablement un chalet ou deux outre-Atlantique. Mais parlons de vous. Comment ça a changé la vision du métier, voyager autant? Ben, je reviens à ce que je disais de la curiosité. Plus on s'expose à des choses différentes, plus on s'expose à l'autre, plus on est... ouvert à des manières de faire, de vivre, de voir les choses différentes. Puis c'est aussi incarner l'encyclopédie, parce qu'on a tous été un peu encyclopédiques, l'incarner dans des expériences concrètes. Faisons bête et simple. Les Châteaux de la Loire, ça peut être une photo dans un livre, dans une encyclopédie, ou ça peut être le fait d'y être allé. L'Europe de l'Est ou la Russie, revenons à la Russie de mon enfance ou de ma jeunesse quand j'étudiais en Russian Studies, c'est un objet théorique à l'université, c'est un objet moins théorique si tu y passes du temps. De voir Saint-Pétersbourg, pour moi, ça c'est concret. Je comprends la dynamique. L'architecture stalinienne de Moscou a dit quelque chose du pouvoir. Dans mon podcast de cette semaine, ce ne sera pas le cas quand on nous écoutera, mais j'ai une longue conversation avec Giuliano da Ampoli qui a écrit Le Mage du Kremlin. Quant à moi, un roman essentiel, fondamental, qui nous permet de comprendre Poutine et l'univers dans lequel il vit. Et dans notre conversation, il me dit, moi, le premier choc que j'ai eu en 2010, 11 ou 12, je ne sais trop, c'est quand je suis arrivé pour la première fois à Moscou et que j'ai compris que cette ville était une ville de pouvoir, que j'ai été même oppressé par l'architecture. Et je le conçois très bien. Quand tu es à Moscou, il y a évidemment une espèce de coquillage fossilisé qui s'appelle le Kremlin, qui est au cœur. Puis après ça, tu as des cercles concentriques avec des structures staliniennes dans certains endroits. Fait que tu peux voir les vestiges du pouvoir, des tsars jusqu'aux plus récents dictateurs. Donc, l'architecture, elle dit quelque chose. Si tu vas à Washington et si tu vis à Washington, tu comprends l'Empire parce que tu vois où l'Empire loge. Tu me poses la question, je te fais une réponse encore trop longue, sur à quoi sert le voyage. C'est de mettre des sensations, des perceptions physiques réelles sur ce qui pourrait être un objet que théorique. Alors moi, je pense que tu ne peux pas parler du Japon vraiment si tu n'as pas passé du temps au Japon. C'est un monde à part. C'est des extraterrestres. Ça m'a été dit souvent, ça. Je suis curieux, puis je veux y aller. C'est plus étrange que l'Afrique. C'est plus insulaire, fermé et différent.
Je dis souvent que c'est une des affaires les plus exotiques. J'ai été perdu dans le jungle, j'ai fait toutes sortes d'affaires, mais une des affaires les plus exotiques que j'ai vécues, c'est de passer du temps au Japon. Parce que c'est une société complètement extraterrestre. Ça t'est arrivé souvent de dire, honnêtement, ici, je vivrais. À des endroits Tellement que tu visites. d'endroits. Oui, Tellement beaucoup? OK, il y en a beaucoup. C'est une bonne nouvelle, Ouais. ça. Non? Et je l'ai fait beaucoup. J'ai habité à Paris. J'ai été en partie pendant 2 ans de ma jeunesse à Lyon. Pendant Contact, ma série, entre 2008 et 2012, j'avais un appartement à Paris parce que je travaillais beaucoup de là, puis parce que je voulais en profiter pour y vivre, pas juste être de bien passage. sûr. J'ai habité à New York, j'ai habité à Washington, j'ai habité longtemps et encore beaucoup à Tucson, en Arizona. Donc, oui, j'ai une ambition d'être là où je suis curieux. Est-ce qu'il y a une urgence d'un genre de bucket list, des choses qu'il faut absolument faire qu'on n'a pas eu le temps? Pas vraiment? Non, puis elle serait trop longue. Fait que Ouais. c'est de s'exposer, être frustré, puis de faire des hiérarchies. Je suis plus organique que ça. Je me dis, quand j'ai une opportunité, je la saisis. Y a-tu des amis de circonstance en voyage qui sont devenus des amis qui sont dans votre vie à jamais? Quelques-uns, oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai rencontré sur la route des gens qui sont encore présents dans ma vie. Ça, c'est agréable. Oui. Ça, c'est un plus aussi. Mais une des choses qu'on dit beaucoup du voyage, c'est l'anticipation. On le prépare, on y pense, on l'espère, on le vit. Et il y a comme une magie, ça, c'est encore mes parents qui parlent, mais une magie qui fait qu'on n'oublie pas beaucoup de choses des voyages. C'est comme si ça nous marque indélébile. Y compris les repas qu'on a mangés, Absolument. ceux avec qui Les on rencontres. était, oui. Puis je dirais que l'anticipation est d'autant plus importante si on n'a pas les moyens de partir longtemps, parce que tu te dis au moins, je peux passer 6 mois dans ma tête à préparer mes 2 semaines. Je sais pas, ça peut être sur une plage, au soleil, parce qu'on en a besoin, ou dans quelque chose de plus culturellement vivifiant. Moi, je crois que la différence quand on voyage, c'est de s'inscrire dans le temps, c'est de partir longtemps. Ça, c'est Oui. une autre, parce qu'on ne voyage plus, on s'installe. J'ai passé beaucoup de temps au Mexique, mais pas à la plage. J'ai passé du temps à Mexico, j'ai passé du temps à Oaxaca. Mais quand je dis du temps, c'est 2 mois, c'est 6 semaines à quelque part. Puis après, c'est donc tu prends pas des racines, mais de commencer à comprendre un peu le beat de la ville. Et ça, c'est un luxe qui vient avec une liberté, une marge de manœuvre. Est-ce que ce que vous avez fait dans votre vie, je ne suis pas en train de faire le bilan, peut-être pas pour mourir demain, mais quand même, quand on avance, c'est le fun de regarder un peu en arrière. Est-ce que, Stéphane, ce que vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous valorisez, ça vient de vos parents aussi? Est-ce que vous sentez, mettons, votre mère dans ça, ma mère me montrer ça? Je le sens dans le... Pas comme ça, parce que on n'a pas ce rapport, mes parents et moi, puis c'est probablement de ma faute. C'est-à-dire que je suis réfractaire à, comment dirais-je, peut-être à apprendre ou à apprendre d'eux. Écouter, c'est ça, c'est possible. Mais c'est évident qu'on finit toujours par ressembler un peu à ses parents, puis on finit aussi par faire le bilan, puis se dire, ne serait-ce que parce que mon père est allé étudier à Lyon, et que le couple que formait à ce moment-là, ma mère et mon père, ont beaucoup voyagé, parce qu'il y avait cette aspiration-là. Ils m'ont fait voir jeune, à 4-5 ans, beaucoup de choses. On passait nos vacances sur les routes de l'Europe. Donc, consciemment ou inconsciemment, il y a plein d'informations qui est rentrées. Et oui, on est le produit de ce que nos parents ont bien ou mal fait d'ailleurs. Ça n'a pas tellement d'importance. On est influencé par leur parcours. Mais votre style, je dirais, différent, appelons-le comme ça, même si c'est un mot presque générique, à votre jeune âge, tu es soutenu par vos parents? Vous avez dû vous battre ou vous en aller? Parce qu'il y en a qui quittent la maison pour être capable de... Je suis parti à 13 ans et demi, je pense, la maison. Donc, voyons. Ah oui? J'ai quitté très, très tôt, pour y revenir éventuellement, parce que je me suis lamentablement pété la figure. Mes parents n'ont pas beaucoup été là pour... Vous empêcher? Ou m'encadrer. Ou vous encadrer, OK. Et je le dis sans aucune forme de reproche. C'est très bizarre, j'ai souvent cette réflexion à chaque fois que je fais ce genre d'entretien. Je ne peux pas expliquer, puis je leur reproche vraiment rien. Lorsque j'étais une tête de cochon devant laquelle il est impossible de résister, c'est tout à fait... C'est une option. Mais non, ils ne m'ont pas beaucoup contraint à grand-chose. 2 secondes sur 2 secondes sur les 10 000 entrevues que vous avez faites. Est-ce qu'il y en a? C'est évident qu'il y en a, mais qui sont au-dessus en disant, sont marquantes, eux autres. Là. C'est souvent la dernière. C'est les récentes, OK. C'est-à-dire que c'est la dernière au sens où j'oublie. Je fais pas l'inventaire, j'ai pas de nostalgie. C'est des gens avec qui j'ai travaillé qui vont me rappeler. Tu te souviens-tu? Puis je fais, oui, on avait fait ça. Puis ou on a rencontré telle personne. Puis je dis, wow! Jean-Philippe Barry-Guerrard, romancier québécois, il était devant le micro du podcast avant que je parte pour Québec hier après-midi. Puis ça a été vraiment, pour plein de raisons,
Moi, j'aime dire, quand c'est une belle entrevue, c'est sphérique. Tu sais, t'as un objet parfait. C'est un beau rond. T'as un début, t'as une courbe, puis tu reviens, puis tu dis « Wow, on a quelque chose. Il s'est passé quelque chose. » C'est l'impression que j'ai eue quand on a fait l'entrevue avec Jean-Philippe Pierre. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais rencontré. J'avais lu ses romans. Et au bout d'1 heure et quelques minutes, j'ai fait « Wow, est-ce que c'est la personnalité la plus conséquente? » J'ai interviewé Donald Trump, j'ai interviewé Jacques Chirac, j'ai interviewé Jean Chrétien, donc des poids lourds. Et puis ça a été souvent très bon, hein? Mais en ce moment, je pense à ça. Puis je pense à M. Dame Poli, dont on parlait tout à l'heure, l'auteur du Mage du Kremlin, parce que pour préparer un petit texte de présentation, j'ai dû réécouter des fragments, puis j'étais content. J'étais content du résultat. Ça ne marche pas toujours, mais il y a eu une connexion, une conversation intéressante. Et je suis même certain qu'il a vécu quelque chose de différent de ce à quoi il s'attendait. Frédéric Lenoir, qui est très populaire au Québec, à Québec, ce matin, je faisais une entrevue à TVA. Frédéric était dans les Alpes avec nous, live, avec son téléphone pour nous parler. Et j'ai fait avec lui, c'est mon premier épisode du Balado Contact en janvier dernier. C'est Ground Zero. Ça a été écœurant. C'était une connexion, je ne le connaissais pas personnellement, je connaissais ses livres. Mais la certitude que tous nos chemins nous menaient là, puis on a tripé tous les deux. Je sais qu'il était content, j'étais content. Ça, c'est le fun, c'est très satisfaisant. Y a-t-il des fiascos dont on se rappelle? Pas tant. Oui, mais c'est pas... Des fois, c'est technique, ou si quelqu'un n'est pas dedans, puis bon... un invité est aussi bon que les dispositions dans lesquelles il se présente sur le plateau. Les plus disciplinés sont capables de faire abstraction de ce qu'ils ont perdu un parent la veille, puis ils acceptent d'être... Ça arrive, là. Mais c'est ça. Pourquoi tu es mal luné un jour? Pourquoi tu es en calvaire? Ça aide pas. Mais quand tu arrives avec... petit exemple à la radio, à un moment donné, je reçois Josiane Balasco, puis pour qui je voue un respect immense, je la connais par ses œuvres, par son talent, et elle s'installe au micro, elle dit « Vous êtes qui, vous? » Non, tu sais, quand quelqu'un qui te coupe les jambes en partant, là, j'ai pas du tout envie d'être ici. Là, à un moment donné, t'as beau pédaler, là. Ça arrive aussi, ça peut arriver. Je sais pas si ça vous est arrivé, là. Quelqu'un qui dit « Regarde, tu m'emmerdes, là. » Ça arrive. Et la seule réponse que j'ai, mais c'est aller ailleurs. Dans le fond, on va arrêter ici. Ben oui. Ben oui. Parce que j'ai pas envie de forcer un cœur à aimer. Ben non. Et je peux comprendre que ce soit pas la journée ou que ça vous chante pas d'être ici. Puis je m'ostine pas longtemps dans ce temps-là. Évidemment, c'est un impératif de temps à faire. Mais même là, sinon, c'est de jouer avec. C'est de dire, OK, you want to play ball with me? On va s'amuser. Il y a des fois en moi, puis c'est pas baveux, c'est le joueur en moi. Ça m'est arrivé que tu me mets en face de quelqu'un qui veut pas jouer. C'est OK, tu veux faire ça? Parfait. On va y aller. On part. Je suis avec toi. Je sais que c'est une question qui est assez large, mais moi, je la trouve intéressante souvent par les réponses, puis je vous la pose. Comment on mesure le succès? Il y a autant de mesures de succès que de gens pour le mesurer. Mais pour Stéphane Bureau, qu'est-ce qui fait que je suis satisfait, content, je suis fier. Vous parliez d'entrevues où vous réécoutiez, vous dites j'ai aimé. On a passé l'entrevue à se tutoyer, si vous voyez. Hein, vous me voyez, puis je te tutoie comme gros comme le bras. Non, mais tu fais comme tu veux. Ben, c'est ce que je fais pas mal. C'est ce que je fais pas mal, Gilles. D'abord, c'est une affaire... Tu sais, cette espèce de lieu commun. You're only as good as your last gig. C'est crissement vrai. Tu fais un bon show, t'es aux oiseaux, tu dis j'ai fait. Puis c'est comme si tout ce que tu avais fait avant compte pas. C'est ce show-là. Puis t'en fais un mauvais. Et il n'y a rien de ce que tu as livré dans ta vie qui compte. Ça pèse pour rien. Rien. Tu te dis, ça y est, c'est fini. Ouais, mais Stéphane, je t'en parle parce que tu as eu... Parce que j'ai été dans les médias aussi, j'ai eu la même chose. J'ai eu le patron, pour eux autres, l'audience, les codes d'écoute. Oui. Et il m'est arrivé, puis... Pour en avoir parlé à des amis, même assez proches, ils m'ont dit, c'est bien loser de dire ça. Et j'ai dit, des fois, écoutez, on n'a pas eu des codes d'écoute qu'on espérait, que les patrons espéraient, mais j'ai adoré ce qu'on a fait. Puis c'était sincère. Mais sauf que t'es jugé. Là, on me disait, ben voyons, c'est quoi cette attitude-là de loser? C'est quoi l'attitude de loser? De constater parce que tu veux pas être le meilleur, tu veux pas être le plus fort, tu veux pas être le plus écouté, tu veux pas... Bon, c'est comme un reproche. Mais à partir du moment où, dans mon cas, par exemple, tu travailles à Télé-Québec,
il n'y a pas de chance que tu sois autre chose qu'un loser à ce moment-là. Parce Moi, je comprends. que les résultats sont pour tout le monde. Après ça, tu peux dire, sur l'échelle de Télé-Québec, je vais scorer bien ou pas, mais ça reste que c'est confidentiel. Mais tu fais partie de ceux qui ont fait le million aux nouvelles le soir à TVA. Ça s'est pas vu souvent, là. Non. Soyons honnêtes, là. Mais... Aujourd'hui, c'est 200 000. Là. Oui, mais c'est pas la faute de personne. Non, c'est mais le marché qui est plus le même. La fragmentation, on comprend qu'on est d'un autre game, là. Et oui, parce qu'on écoute des podcasts, Ben parce oui, que ben oui. mon information, je la consomme sur plein de plateformes qui ne sont pas des plateformes traditionnelles. Plein de journalistes extraordinairement talentueux choisissent aujourd'hui d'alimenter leur propre Substack ou autre chose. Ils disent non, je ne veux pas être associé à un journal, je ne veux pas être associé à un réseau. Donc, évidemment, il y a une espèce d'effritement. Fédérer des publics, c'est pour ça que tout à l'heure que je disais que le sport en direct fonctionne encore, parce qu'il n'y a pas de substitut. Il n'y a pas un annonceur sportif qui peut dire « Je vais te présenter en exclusivité le prochain match de football » quand tu connais le prix pour les droits. Donc ça reste universel. Tu as ce moment-là, live, en direct. Pour le reste, j'ai fait des choses que j'ai vraiment adorées, qui n'étaient pas regardées. Puis je peux pas dire que c'était mauvais parce que c'était pas regardé. Et j'ai fait des choses où j'étais pas moins content, mais où je peux dire mon travail d'artisan était moins bon. Mais ça a cartonné. Puis ça a cartonné. Puis des fois, c'est parfaitement en adéquation, où je me dis, je suis très fier. Et ça a été très vu. Là, tu fais comme « Yes! » Ouais. Les 2 ou 3 dernières années de mon passage à la radio de Radio-Canada, après avoir travaillé, gossé pour trouver le véhicule et tout ça, ça cartonnait à l'intérieur de ce que sont les critères de Radio-Canada, mais ça cartonnait très fort. Et j'étais très content qu'il y ait un résultat, parce que j'étais proche de ce que je suis dans mon intimité, j'étais proche de ma vérité. C'était quelque chose que j'étais fier de livrer pour l'essentiel du temps. Et ça marchait. Et ça, c'est un feeling... Alors, est-ce que ça marchait? Bien, ça marchait. Quand tu as 19 parts de marché le matin... Quand même. Oui. Je ne dirais même pas quand même. Tu as un impact. Oui, et j'étais content. Ce n'est que ça. Mais c'était... À ce moment-là, je n'ai pas suivi les chiffres depuis. C'était pas mal record-breaking. Puis je le dis pas pour me péter la bretelle, parce que je pourrais te parler de toutes les fois où j'étais vraiment dans le sous-sol des codes d'écoute et je l'ai vécu. Donc, la même personne peut être aux deux places. J'ai pas été une solution miracle au téléjournal de Radio-Canada. C'est-à-dire que je dominais très largement à TVA quand j'y étais. Et on a très bien tiré notre épingle du jeu ensuite, mais on n'a pas retourné la situation complètement. Peut-être que Radio-Canada pensait que de façon magique, avec l'arrivée... Tu traînerais tout le monde. Exact. C'est pas arrivé. Pas plus que je crois que si Pierre Bruno était parti de TVA pour aller à Radio-Canada, ça aurait automatiquement induit un changement de polarité. L'antenne est pour quelque chose dans ce que tu fais. Et donc, je reviens à ça. Il y a des moments où tu es en adéquation. Tu cartonnes, puis tu as fait quelque chose que tu aimes, puis d'autres fois, tu as livré le meilleur de toi, puis ça ne marche pas. Et ça, c'est terriblement angoissant parce que tu ne peux que t'en prendre à toi-même. Tu dis ce que je fais ou ce que j'aime n'a pas plu. Quand tu fais un podcast, ça me renvoie à... Je ne sais pas comment tu mesures ça, mais évidemment, il y a un mur du silence à traverser avant que les gens sachent que tu fais quelque chose, puis qu'ils te trouvent. Puis... Oh oui, c'est exactement vrai. Mais tu sais, j'ai fait dans ce petit podcast, pas le meilleur travail de ma vie, c'est vraiment pas le cas, mais j'ai fait quelques entretiens où je me dis, oh, je suis vraiment content. Et puis, tu dis, OK, 938 sur YouTube. Je peux toutes les appeler et leur dire merci. Moi, toutes les appeler, laissez-moi votre numéro de téléphone. Puis à côté de ça... Mais je suis content de l'entendre pour une raison, parce que des gens comme moi qui ont travaillé à radio commerciale toute leur vie, ou quand tu faisais 15 minutes, c'était long, là, puis tu te le faisais dire, puis le boss était dans vite à cogner. Toi, tu as fait de longues entrevues, et malgré tout, ton arrivée comme podcasteur t'amène à apprécier toujours cette rencontre sans interruption. C'est la seule vérité. Moi, je pense que c'est... En fait, c'est pas la seule vérité, mais c'est vraiment un chemin pour la vérité quand tu rencontres quelqu'un. Pour qu'il se passe quelque chose. Stéphane, en terminant, ça me fait rire parce que c'est une des phrases, le mot que j'aime le moins entendre, parce que quand je sens que tout le monde est bousculé, c'est ce que j'attribue beaucoup à Radio-Canada dans mon observation. Parce que quand quelqu'un est bon, des fois tu te dis, on veut l'entendre, mais en terminant, il me reste peu de temps, tout ça, bon. Mais c'est vrai, là, c'est une manière de dire aussi à son invité, écoute, je deal avec ça tous les jours soir en direct, tu as 8 minutes et demie pour faire la vie et l'œuvre. Je sais que ça doit être dit, mais tu comprends comment, comme téléspectateur, quand tu es bien embarqué, tu dis, pourquoi? Bon, en podcast, on dit moins, mais dans ce cas-ci, je veux juste
est-ce que tu songes, est-ce qu'il était... Je veux pas te vieillir, tu as 58, c'est ça? Bientôt 59. Bon. Est-ce que tu songes des fois, est-ce que tu à arrêter ou à ralentir ou à... Tu l'as fait beaucoup? Tu as fait beaucoup. Mais je me dis... Arrêter souvent, travailler longtemps, plutôt que de gérer l'objectif où tu arrêtes pour toujours. Tu sais, la retraite, la fameuse retraite. Oui. Arrêter souvent, travailler longtemps. Je souhaite... Parce que travailler, pour moi, au-delà du fait que j'aime bien gagner ma vie, je pense que ça fait partie de ce qui nous permet d'être autonome et libre. Plus libre, oui, absolument. Donc, l'argent, pour moi, n'est pas un objet de démonisation. Au-delà de ça, c'est une considération moins pesante qu'elle l'était à 30 ans. Travailler, c'est un prétexte pour aller au bout de certaines curiosités. C'est vraiment le prétexte pour dire, je vais appeler Frédéric Lenoir, puis je vais l'inviter dans mon garde-robe pour passer 1 heure avec lui, puis il va dire, ça me tente parce que je pense que je suis curieux de ce que tu vas faire avec moi, puis ça me tente d'être diffusé ensuite sur une plateforme. Donc, additionner des petits plaisirs ou des petits bonheurs ou des petits intérêts. C'est ça aussi le travail. Oui. Mais mon horizon professionnel, il s'arrête le 28 avril. C'est le dernier épisode que je vais livrer du Monde à l'envers. Je ne sais pas si on est renouvelé, je ne sais pas si on va être... Comment ça se fait, ça? C'est une lettre qu'on reçoit, un courrier? Je me demandais tout le temps. Une négociation, viens au bureau, on va jaser? OK. Ben, c'est pas juste avec moi, c'est le producteur. Je comprends. Et c'est pas aujourd'hui que je dis ça parce que ça m'inquiète davantage qu'au mois de septembre. Tu m'aurais demandé mon horizon en septembre. Ça aurait été le même. J'avais avec Cube des engagements qui m'amenaient en juin, puis je vais peut-être réduire un petit peu amicalement parce que j'aimerais en profiter pour disparaître en Europe. Mais c'est ça, mon horizon, il est là. J'ai vraiment... C'est la seule chose que je contrôle, c'est mon envie ou non de dépenser de l'argent pour faire mon podcast à l'automne prochain, parce que c'est un podcast que je fais. Comme beaucoup. Je signe à côté de toi, là. Ça me coûte de l'argent, parce que moi aussi, la production, des gens qui... Pour avoir un certain professionnalisme. Puis j'ai une recherchiste avec moi qui me donne un coup de main, parce qu'en ce moment, je peux pas faire tout. Non. Et je regrette pas ça. Je regrette pas du tout ça. Je suis... content et fier d'avoir ce petit véhicule à mes côtés. Donc, c'est ça mon horizon. Je ne le sais pas. C'est pas angoissant, une miette. J'aurais espéré qu'on puisse revenir une deuxième année, ne serait-ce que pour finir de planter la formule et tout ça. On a tellement travaillé fort au décollage de cette fusée-là, mais c'est inimaginable. Tu dis, c'est niaiseux, c'est 80. La somme de... pour accoucher de ça, pour accoucher d'un concept, pour le faire vivre, pour le peaufiner, l'obsession, les centaines d'heures de discussion, de gossage pour offrir le moins de résistance à l'air, être le plus aérodynamique, puis avoir une formule qui ravisse, puis ça marche. Donc, pour toutes ces raisons, je me dis, compte tenu des efforts, ce serait le fun qu'il y ait une deuxième année, mais je ne contrôle pas ça, puis ça ne m'angoisse pas. Je souhaite le meilleur à mon équipe et à moi, puis je comprendrais parfaitement dans un contexte où dans le fond, c'est un tout peu coûte cher. Ce que tu aimerais, c'est travailler mieux, pas travailler plus, certainement. Pas travailler, mais travailler. Et j'arrêterais de travailler pendant 3 ans, ça m'est arrivé. Oui, ça pourrait arriver encore. Je dirais bienvenue, welcome, parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais c'est pas un souhait que de dire c'est terminé. Mais ici, c'est terminé. Merci Stéphane, c'est gentil. C'est vraiment bien terminé. Quand il y a de la musique, quand le jingle est parti, tu sais que c'est le moment ta gueule. Fait que ma gueule. Salut Stéphane. Salut.